Bonjour, on va essayer ensemble de reprendre les activités vues en classe et de répondre à la question que l'on s'était posée. Peut-on parler de première mondialisation sous l'Empire romain comme certains historiens l'ont indiqué? Alors, ce qui est sûr, c'est que Rome a la durée. Pour qu'il y ait mondialisation, il faut qu'il y ait une certaine durée. Rome a la durée, il y a 6 siècles entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et le partage de l'Empire en 395. Donc ça laisse du temps. Avant le deuxième siècle, on est sur un espace plus réduit. Mais au deuxième siècle avant Jésus-Christ, ce qui deviendra l'Empire romain, les conquêtes romaines, englobent l'ensemble de la Méditerranée, ou presque. Donc, et ce jusqu'au partage de l'Empire en 395, on peut considérer que Rome a la durée. L'Empire diffuse un modèle, ça c'est sûr. Modèle qui passe d'abord par la langue. Le grec et le latin se diffusent largement. C'est aussi ce qu'on appelle un syncrétisme religieux, c'est-à-dire un mélange des religions, les religions qui sont adoptées mutuellement. La religion romaine se diffuse, on trouve par exemple un culte de Jupiter à Taraco. C'est aussi des religions autochtones, c'est-à-dire locales, qui perdurent. Donc à Taraco, on continue d'avoir ses propres dieux. C'est parfaitement possible. C'est aussi les religions orientales qui connaissent un grand succès. Et c'est ainsi qu'on a le dieu Amon qui est présent à Taraco, qui a un culte à Taraco. Dieu Amon qui vient d'Égypte. Donc, on a bien un mélange de ces religions. L'Empire romain ne voit aucun problème au mélange des religions. La question religieuse posera problème, c'est quand les chrétiens plus tard voudront imposer leur propre religion et considéreront que la religion chrétienne est la seule qui doit exister. Et dans ce cas-là, l'Empire romain luttera, assez modérément en réalité, contre la religion chrétienne, on y reviendra. Cette diffusion, elle passe par aussi la diffusion du culte impérial. Ça, c'est quelque chose de très important pour les Romains. Là encore, vous n'avez pas de problème en matière religieuse si vous respectez le culte impérial. Cela passe par un temple, on l'a vu à Taraco, ou encore un arc de triomphe en l'honneur en l'honneur d'Auguste à Taraco. La diffusion du modèle romain, c'est aussi l'adoption du plan hippodamien, très répandu dans le monde romain. Le plan hippodamien, c'est le plan des rues à angle droit, qui se croisent à angle droit. C'est aussi la construction de monuments sur le modèle de Rome. Donc, on voit par exemple un amphithéâtre, un théâtre, un forum, un cirque, un temple. C'est l'exemple donc de Taraco. Et on voit véritablement que le modèle de Rome est totalement copié. Mais ce n'est pas de manière contrainte, il faut bien le retenir. Il n'y a pas de contrainte de la part de Rome, c'est bien les populations locales, les élites, c'est-à-dire les plus riches, ceux qui sont le plus en vue, qui veulent imiter les Romains. Donc ils construisent, ils développent une architecture comme celle des Romains. On verra qu'ils s'habillent aussi comme les Romains. Le modèle culturel est adopté volontairement donc par les populations provinciales. C'est une volonté des populations indigènes, c'est-à-dire les populations locales, de s'identifier aux Romains. Ce n'est pas l'inverse, ce ne sont pas les Romains qui imposent aux populations locales d'adopter les modes romains. Ainsi, par exemple, on l'a vu, un évergète, c'est-à-dire une personnalité riche qui finance des travaux pour la collectivité, volontairement et gratuitement. Donc un évergète de Taraco qui construit un arc de triomphe en l'honneur de l'empereur Auguste. Ça se faisait très couramment. C'est aussi l'adoption des modes vestimentaires ou alimentaires romaines, par exemple, avec un goût pour le vin, qui est véritablement romain. Au départ, il n'y avait pas ça à Taraco, et puis ensuite on s'est lancé dans la production, et les vins de Taraco sont devenus très connus. C'est aussi l'adoption des loisirs romains. Loisirs romains, ça veut dire amphithéâtre, cirque, théâtre, thermes qui sont adoptés et que l'on retrouve dans l'architecture de Taraco. C'est enfin Rome qui a l'étendue et la paix.
pour installer une mondialisation, avec immensité de l'empire, population, espace en paix et des territoires qui restent cependant inconnus comme une grande partie de l'Afrique, une partie de l'Asie, l'Amérique, l'Océanie. C'est ce qui a émis une certaine nuance à l'idée de mondialisation. Mondialisation à l'échelle de la Méditerranée, malgré tout, hein, on ne va pas plus loin. Bien que des liens sont réels avec l'Asie, par exemple. On a des produits qui viennent de Chine et qui arrivent jusqu'à Rome. On a des produits qui viennent d'Afrique qui viennent jusqu'à Rome. Par exemple, les animaux de cirque qui viennent d'Afrique. Et donc, il y a toute une mythologie qui se met en place autour de ça. C'est enfin un espace ouvert avec des échanges commerciaux très importants. Alors, quels sont ces échanges commerciaux? C'est d'abord le vin, avec des commerces de grand volume. On l'a vu avec l'épave Giraglia, on a des bateaux spécialisés dans le commerce de grand volume. L'huile, le blé, les salaisons, c'est-à-dire tous les produits qui sont salés, les métaux, qui font l'objet d'échanges commerciaux très importants. C'est aussi des frontières extérieures qui restent malgré tout fragiles. Les frontières nord sont protégées car menacées. C'est aussi un espace ouvert avec une interaction entre le centre et la périphérie. Tout est organisé autour de Rome et les échanges se feront en priorité en direction d'Ostie, qui est le port de Rome. Les échanges au sein de la Méditerranée sont tous orientés vers Rome. Souvenez-vous de l'expression tous les chemins mènent à Rome, c'est un petit peu l'idée, quoi. On est véritablement, tout est organisé pour Rome et donc les bateaux, le commerce est organisé pour approvisionner cette ville de Rome. N'oubliez pas que la ville de Rome, c'est 1 million d'habitants, c'est juste énorme pour l'époque. Et donc il faut approvisionner. Les échanges enfin vers l'extérieur de l'Empire existent, des échanges avec l'Europe du Nord pour les fourrures, le fer, l'étain, des échanges vers l'Inde et la Chine. Alors évidemment, on n'a pas des Romains qui vont en Chine, ça n'existe pas. On a des intermédiaires qui vendent les produits. On achète à des intermédiaires qui eux-mêmes achètent à d'autres intermédiaires qui eux-mêmes achètent à des producteurs chinois par exemple, pour la soie, pour les épices. Enfin, c'est le cas aussi de l'Afrique avec les fauves, les esclaves, comme je le disais. Donc au final, est-ce qu'on peut parler d'une mondialisation? C'est peut-être un peu excessif, car on l'a vu, la mondialisation, ça reste tout de même à l'échelle de la Méditerranée. Mais en tout cas, on peut parler d'un début d'économie monde, d'uniformisation, d'une graine de mondialisation qui va ensuite par contre s'atténuer sur la fin du millénaire, hein, jusqu'à la fin du Xe siècle, XIe siècle, pour renaître à partir du XIIe, XIIIe siècle, dans le cadre du Moyen Âge, avec des échanges qui se multiplient et qui vont devenir de plus en plus importants, jusqu'à ce qu'on puisse réellement parler d'une mondialisation, d'une première mondialisation à l'échelle du XVe siècle. Et enfin, d'une troisième mondialisation depuis les années 1990.